vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Michel Sapin, on rappelle évidemment avec Michael Zamès que vous êtes en charge auprès de François Hollande d'un des dossiers les plus lourds du gouvernement qui mélange à la fois le travail, l'emploi, le dialogue social avec la conférence sociale qui aura lieu donc au début du mois de juillet, qui est un des temps forts donc attendu avant l'été et les vacances. Mais la grande question de ce matin, c'est ça, évidemment, la fiscalité, ce qui va se passer sur le plan économique et social cet été, et puis malheureusement ou heureusement, cette affaire Valérie Trierweiler. Alors est-ce que vous considérez, vous, qui connaissez bien François Hollande, très bien, c'est un de vos amis proches, que cette affaire est une faute politique, une gaffe ou un psychodrame dont l'axe fondamental serait la jalousie? Cette affaire n'est pas une affaire. Et la politique, c'est les sujets que vous avez décrits au départ. On a beaucoup parlé, trop parlé de ce sujet. On ne parle pas aujourd'hui des autres sujets qui, me semble-t-il, intéressent plus l'ensemble des Français. Mais elle a fait une gaffe, elle a fait une erreur. Est-ce que Jean-Marc Ayrault a raison de dire maintenant de se calmer entre guillemets? Je reviens aux fondamentaux de la politique. Ouais. Quel est en ce moment le débat? Il est premièrement, quelle majorité pour mettre en œuvre une politique en France dimanche soir? Dans cette majorité, qui est la candidate, en l'occurrence à La Rochelle, portée par cette majorité présidentielle? C'est Ségolène Royal, à qui le président de la République, le Premier ministre, l'ensemble des ministres, et parmi eux moi-même, apportons un soutien à Ségolène Royal. Les choses sont simples, transparentes et sereines. Et vous connaissez la fameuse formule d'André Rousselet concernant Édouard Balladur, Édouard Mathieu. Est-ce que Ségolène Royal ne se dit pas ce matin, grande interview dans Libération, Valérie Mathieu? Parce que les sondages lui sont extrêmement défavorables. Mais ensuite, je sais que vous n'avez pas envie de revenir sur cette affaire. Ensuite qu'une situation comme celle-ci soit utilisée par les uns et par les autres, tout l'UMP et en particulier par la droite, pour instrumentaliser la situation, je le vois bien. Que Olivier Falorni, que je connais, qui a été longtemps un ami, se laisse instrumentaliser ainsi, je le déplore. Pour le reste, c'est simple. Il y a une majorité qui est en train de se composer. Les Français veulent savoir quels seront leurs députés demain, avec quelle majorité, quelle largeur de majorité, quelle cohérence de cette majorité, et pour quelle politique. Et ce sont tous les sujets que Conseil des ministres, après des Conseils des ministres, nous abordons et que nous mettrons en œuvre à partir de l'aborder. Ne vous inquiétez pas. Michel Sapin, je me permets quand même de relancer un petit peu sur cette question, parce que même Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry, ce matin sur RTL, demandent à Valérie Trierweiler de se faire plus discrète. Vous aussi, vous lui demandez d'être plus discrète? Je pense que le rôle de première dame, comme on dit aujourd'hui, est effectivement la discrétion. C'est évident. Je veux dire, là-dessus, personne n'a le moindre doute. Mais c'est tellement évident. Est-ce que c'est la peine de le répéter? Peut-être à elle directement, vu qu'elle, c'est elle qui a... Il m'étonnerait qu'elle n'ait pas entendu. Franchement, il m'étonnerait qu'elle n'ait pas entendu. Mais est-ce que vous considérez sur le plan politique, et après on clôturera ce dossier, que fondamentalement les reproches qui ont été adressés souvent, y compris lors du débat par François Hollande et Nicolas Sarkozy sur le mélange public-privé, est-ce que vous n'avez pas l'impression que là on en est sorti, quoi? Et que quand Nicolas Sarkozy va arriver dans la cour des Invalides ce matin avec François Hollande, peut-être que derrière le respect lié à la situation, il y aura une sorte de sourire, voire d'ironie. Vous savez toute la différence? C'est que le mélange public-privé, c'est Nicolas Sarkozy, président de la République, qui l'a fait. François Hollande n'a jamais mélangé les deux et ne mélangera jamais les deux. François Hollande, le président de la République. Et ça n'affaiblit pas son autorité personnelle? Non, bien sûr que non. Michel Sapin, un dernier mot sur Ségolène Royal. Même si elle devait gagner dimanche, est-ce qu'elle serait encore en possibilité d'aller au perchoir, d'être pressentie pour, en tout cas, présider l'Assemblée nationale? Elle en avait toutes les qualités avant. Je ne vois pas pourquoi elle perdrait ses qualités ensuite. Alors, dans le contexte politique, économique et social qu'on évoquait tout à l'heure, vous souhaitez une majorité, on le comprend évidemment. Maintenant, reste à savoir, parce que c'est une sorte de mystère dans les journaux, savoir ce qui va se passer. Plus on lit les journaux ce matin, plus il y a d'indications sur l'augmentation de la fiscalité, le salaire des patrons publics, une enquête du Sénat sur le CAC 40, mais en même temps sur les économies et sur ce qui va se passer dans la fameuse conférence sociale. Pour l'instant, on n'a pas tellement levé le mystère. Écoutez, il n'y a aucun mystère sur aucun sujet. Ah, alors allons-y. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout ce qui a été dit dans la campagne électorale, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Vous me parlez d'augmentation d'impôts. Dans la campagne électorale, je suis bien placé pour le savoir, François Hollande a dit
qu'il équilibrerait le budget à 3% en 2013, qu'il tendrait vers 0% en 2017. Il a annoncé, ça lui a parfois été reproché pendant la campagne électorale, une série de recettes nouvelles et il a annoncé que les dépenses seraient maîtrisées à plus 1,1% par an, ce qui est une restriction de ces dépenses considérable. Et il est en train de le faire. Il a demandé à son Premier ministre et à chacun de ses ministres de le faire. Donc tout ce qu'il a dit, il le fait point par point. Il n'y a aucun mystère. C'est quand même plutôt parole dite, parole tenue. Mais quand on lit, par exemple, dans les Échos ce matin, qu'il existe une commission d'enquête au Sénat, et nous sommes sur Public Sénat, qui finalement enquête sur la fiscalité des grands groupes du CAC 40, avec des enquêtes qui ont été demandées, est-ce que vous n'avez pas l'impression, ce qui est logique du point de vue du pouvoir politique, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que l'ISF, plus les 75%, puis maintenant le CAC 40, on s'adresse un petit peu au même type de gens pour leur faire payer l'addition des réformes sociales qui vont arriver? Je prends l'exemple de la fiscalité sur les grandes entreprises. Ouais. Même Nicolas Sarkozy, je m'en souviens, vers la fin de sa campagne, a dit c'est pas normal. Il a dit même un terme. Je me suis aperçu, étrange au bout de 5 ans, mais je me suis aperçu que les groupes du CAC 40 payaient beaucoup moins d'impôts que les petites et moyennes entreprises en France. Ce qui est une réalité. Il y a des causes, comme on dirait, réelles et sérieuses. Mais il y en a d'autres qui sont l'utilisation à plein de toutes les possibilités légales que donnait le Code des impôts. C'est cela qu'il faut aujourd'hui supprimer, car il n'y a aucune raison que les plus grosses des entreprises... Mais c'est pas du tout qu'ils fraudent. Ils utilisent des dispositifs... fiscale. Ils utilisent des dispositifs... Je vais vous prendre un truc qu'on appelait la niche Copé. C'est M. Copé qui a proposé un dispositif dont les grandes sociétés, utilisent à plein et qui permet de diminuer considérablement l'impôt sur les sociétés. Personne ne fraude. Ils utilisent les armes que le pouvoir politique précédent leur a données. Et on y met fin, comme ça avait été prévu dans la campagne électorale, exactement et précisément et dans l'ordre où cela avait été prévu. Michael Zamès, puisque nous allons parler de tous ces sujets, effectivement, de l'aspect social de la politique du gouvernement. Vous avez décidé de créer 80 000 emplois aidés. Ça va coûter 400 millions de plus à l'État. Est-ce que c'était le moment, alors que, par exemple, l'Italie, aujourd'hui, fait tout pour lutter contre le déficit et faire des économies? Alors, il faudrait que vous disiez toute l'histoire. Racontez-nous. L'histoire, c'est quoi? C'est que le gouvernement précédent a mis en œuvre les 2/3 des contrats aidés qui étaient prévus pour cette année au cours du premier semestre. Allez comprendre pourquoi. C'est étrange. Avant les élections, les 2/3 des contrats aidés ont été utilisés. Vous voyez bien pourquoi. Pour éviter... pas réussi complètement à l'éviter, qu'il y ait une trop grande hausse du chômage. Ils ont instrumentalisé un outil. Conséquence, dans la deuxième moitié de l'année, il y a une chute du nombre des emplois aidés. Au fond, je n'en crée pas. Je cherche à faire en sorte qu'il y en ait le même nombre qu'au début de cette année, parce que sinon, ce sont des gens en activité qui deviennent immédiatement et automatiquement des chômeurs. Alors le coût n'est pas celui que vous avez dit, pour une raison simple, c'est que nous sommes en cours d'année, et le coût que vous dites, c'est un coût pour une année entière. Donc le coût sera bien inférieur à cela, et il sera compensé dans le budget de l'État par une économie qui permettra de respecter les 4,5% de déficit à la fin de cette année. Le président s'y est engagé, le Premier ministre et chacun des ministres sont comptables de cet engagement. Mais alors, comment se fait-il que la droite, dans la campagne d'aujourd'hui, justement, continue à dire, au fond, les socialistes au pouvoir, c'est jamais d'économie? Et François Hollande va voir Mario Monti à Rome, qui lui passe sa journée à faire des coupes sondes dans l'économie italienne. Mais parce que la droite répète en boucle. Mais quand on répète en boucle... Il suffit de lui répondre. Oui, mais je lui réponds, comme je vous le fais, d'ailleurs, comme je l'ai fait avant. Avec elle, mais c'est votre rôle, parce que vous êtes là pour poser des questions. Avec elle, vous répétez en boucle ce sujet-là. Mais quand on dit à la France et aux Français, les dépenses n'augmenteront pas de plus de 1%, c'est extrêmement sérieux. Et vous prenez la comparaison avec l'Italie, c'est justement la différence. L'Italie, peut-être y est-elle obligée. Elle est, comme l'Espagne, ou malheureusement comme la Grèce, dans ce cercle infernal de puisqu'il y a du déficit, je vais encore diminuer mes dépenses. Diminuant encore mes dépenses, je diminue ma croissance. Diminuant ma croissance, je diminue les impôts qui rentrent dans le budget. Diminuant les impôts, j'augmente mon déficit. C'est ce cercle infernal qu'il ne faut pas mettre en œuvre. Donc, conséquence, il faut une politique sérieuse du point de vue budgétaire, une maîtrise des dépenses, il faut une augmentation des recettes et il faut une politique de croissance avec une croissance portée au niveau européen,
comme portée au niveau français par de nouveaux outils, la Banque publique d'investissement, avec une éducation qui fonctionne mieux, avec des collectivités territoriales qui fonctionnent mieux dans leur rapport avec Paris et avec le pouvoir central. Là, on peut faire des économies tout à fait importantes. Voilà, c'est ça. Il faut être intelligent, il faut être fin si on veut relancer la croissance et ne pas tomber dans le cercle infernal de l'austérité qui se rajoute à l'austérité. Pour justement savoir ce qui pourrait se passer au début du mois de juillet, lors de la principale conférence sociale donc de l'année, on va y revenir avec Mickaël. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin quelle sera la proportion d'augmentation du SMIC? Parce que c'est une des grandes interrogations politiques et sociales du moment. Oui, il y aura un coup de pouce, parce qu'il n'y en a pas eu du tout pendant des années et des années. Donc je vais vous répéter ce que j'ai dit, et puis la décision sera prise dans quelques semaines après consultation des instances qui convient tout à fait naturellement. Je suis ministre du dialogue social, je vais d'abord dialoguer avec les partenaires sociaux, ce qui me paraît être la moindre des choses. Donc il y aura un coup de pouce. Il faut que le pouvoir d'achat du SMIC augmente, mais chacun est bien conscient, les partenaires sociaux, les premiers, pas seulement du côté patronal, que 74% des SMICards travaillent dans les petites et moyennes entreprises, que beaucoup de ces petites et moyennes entreprises sont dans une situation fragile et qu'il ne peut pas y avoir, je l'ai dit déjà, un choc sur le SMIC. Il doit y avoir un coup de pouce, il ne peut pas y avoir un choc. La fourchette, ça pourrait être quoi? Je vous donnerai aucune fourchette, parce que si je vous donne une fourchette, vous regarderez le bas et vous regarderez le haut. Alors Michel Sapin, il y a un expert ce matin, expert sur le SMIC, qui dit que 1% de hausse du SMIC, c'est entre 15 et 25 000 emplois détruits. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Je sais que c'est sa thèse, je le connais, je le rencontrerai. D'ailleurs, je rencontrerai les experts, membres du groupe des experts sur le sujet, parce qu'ils ont des choses importantes et intéressantes à dire. Personne n'a jamais pu démontrer des choses aussi catégoriques que cela. C'est une thèse qui est assez portée par le patronat. Il y a une chose qui est certaine. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat du SMIC doit augmenter, parce que vous savez, il y a ceux qui sont au SMIC, 100% du SMIC, mais il y a ceux qui sont à temps partiel. Donc moi je veux bien qu'on chipote, mais quand on a 700 € et qu'on va gagner quelques euros de plus, franchement c'est pas ça qui va retourner l'économie française. Mais il faut y faire très attention, parce que nous sommes dans une phase très délicate et qu'il faut aussi aider nos entreprises à traverser cette période-là. 1%, c'est une bonne piste. Ne cherchez pas à taper d'un côté de l'autre et au milieu, vous n'aurez pas le chiffre. Oui, mais le problème c'est que pour beaucoup de gens, ils vont se dire si c'est simplement une dizaine d'euros ou une petite centaine d'euros d'augmentation. Ah oui, ça c'est l'autre thèse. Non mais je sais bien, parce que vous comprenez-nous, Michel Sapin, non seulement on essaye de savoir, c'est normal, c'est notre métier, mais en même temps, il y a un contexte pour votre électorat. C'est-à-dire que quand vous arrivez à cette conférence, si vous dites tout ça pour ça... Alors, premièrement, la conférence sociale ne portera pas sur ce sujet. Puisque la question du coup de pouce au SMIC aura été réglée auparavant, parce que c'est légitime qu'elle le soit auparavant. À la conférence sociale, la question du pouvoir d'achat, la question de l'évolution dans l'avenir du SMIC, la question de l'évolution des bas salaires, parce que le SMIC c'est une chose, mais vous avez toute une hiérarchie des salaires, même des petits salaires. Il ne faut pas écrabouiller les petits salaires comme ça par le bas avec la seule augmentation du SMIC. Il y a les minima dans chacune des branches, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ceux qui nous écoutent savent très bien de quoi je parle. Donc il faut discuter de tout cela. Mais la grande conférence, c'est aussi l'emploi. C'est aussi la capacité d'adaptation de nos entreprises. La grande conférence, c'est aussi discuter d'un sujet extrêmement important, le financement pour l'avenir de notre protection sociale. Est-ce que ce financement ne doit porter que sur le travail? La réponse est non. Mais quelle est la bonne base? Ah là, c'est plus compliqué. Il faut écouter les uns et les autres. La TVA sociale, c'est une mauvaise solution. Mais il y a peut-être d'autres solutions. Mais est-ce que vous diriez ce matin, puisque c'est votre quand même de domaine de responsabilité au gouvernement, que globalement, au début de l'été, avant même qu'il y ait les grandes réformes fiscales, le pouvoir d'achat des salariés en France, grâce à vous, entre guillemets, va sérieusement augmenter? Pour les SMICards, le pouvoir d'achat augmentera, mais je sais très bien que le SMIC ne résume pas la totalité de l'économie française et des demandes des salariés. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner ce coup de pouce par un mouvement, une réflexion sur l'évolution de l'ensemble des salaires, le tout dans un contexte économique extrêmement délicat où le ministre du Travail aussi doit se préoccuper de ce qui se passe dans chacune des entreprises françaises pour que celles-ci retrouvent un chemin qui est le chemin à la fois de l'investissement, de la création de l'emploi et du développement. Pardon, il nous reste 20 secondes. Est-ce que vous considérez que ce matin, la cérémonie des Invalides, comme le disait Guillaume Tabar, va jouer un rôle dans la présidentialisation de François Hollande? Elle le joue par la force des choses, mais je pense que François Hollande se serait bien passé de ce moment-là, parce que accompagner 4 morts et l'ensemble des familles, penser à ceux qui sont encore aujourd'hui blessés, penser à l'ensemble des soldats qui aujourd'hui font leur mission dans le danger, je vous assure que ça l'emporte sur tout le reste. Merci Michel Sapin d'être venu ce matin en direct sur l'antenne de Public Sénat, donc, et de Radio Classique. Bonne journée à vous. Bonne journée.